Me revoici, donc désolée. Je pense qu'en Wi-Fi, ça a l'air de mieux marcher qu'en filaire. Donc voilà. Euh, Merci à tous les membres du jury de s'être présentés. Et je pense qu'il est temps de donner la parole à Shaima pour la présentation de son travail donc, de thèse. Shaima, tu as 45 minutes pour faire cette présentation. Merci Madame la Présidente. Merci à tous les membres de jury. Bonjour à tous. Je vais vous présenter mes travaux de thèse qui ont porté sur les supraconducteurs organiques. Pour commencer, je vais définir la famille des composés sur laquelle j'ai travaillé. Ma thèse se divise en deux parties qui vont structurer cette présentation. Donc, en 1911, après avoir liquéfié l'hélium et atteindre donc des températures cryogéniques, Kamerlingh-Onnes a eu l'idée de mesurer la résistance dans les métaux purs. En mesurant la résistance du mercure en fonction de la température, il a observé que cette résistance tombe à zéro. En continuant le refroidissement, il a vu que la résistance reste nulle. C'est ainsi qu'on a vu le phénomène de supraconductivité. Toujours dans la même année, deux chimistes ont proposé l'idée du métal synthétique. Ils ont prouvé qu'on peut avoir un état métallique dans un composé formé par des éléments non métalliques. Ces deux grandes découvertes ont ouvert la voie de nombreuses recherches et explorations de l'état supraconducteur dans différents métaux et matériaux synthétisés. Donc ici, je présente un graphe où la température critique des supraconducteurs découverts est tracée en fonction de l'année de découverte de la supraconductivité dans différents matériaux. Donc ces matériaux sont classés par famille. Donc je cite les supraconducteurs conventionnels, les cuprates, les supraconducteurs organiques, les fermions lourds et les pnictures. Les années 80 ont été marquées par la découverte des cuprates et de la supraconductivité dans les métaux organiques. Le premier composé organique où on a vu une supraconductivité sous une pression hydrostatique est le TMTSF2-PF6. Il s'agit d'un sel à transfert de charge formé par un cation TMTSF et un anion PF6. Donc, en changeant d'anion, on a formé une famille de sels de Letchegard unidimensionnels. On a ensuite synthétisé d'autres métaux supraconducteurs, donc d'autres métaux supraconducteurs appartenant à la famille des supraconducteurs organiques, et donc on a formé la famille des BEDT-TTF2X. Donc c'est la famille de composés qui m'intéresse. Dans cette famille, les composés sont formés par des plans supraconducteurs. Donc ces plans sont formés par les molécules BEDT-TTF. On peut aussi l'appeler la molécule ET. Ces plans supraconducteurs sont intercalés par des plans isolants anioniques. Les molécules de BEDT peuvent s'agencer suivant différentes phases. Donc, dans mon équipe, on s'est intéressé à la phase kappa. Dans cette phase, les molécules de BEDT forment des dimères. Ceci donne un comportement bidimensionnel au composé qu'on étudie. Donc, en bas à droite, je présente la surface de Fermi des composés appartenant à la phase kappa de la famille BEDT-TTF2X. Donc, cette surface de Fermi est composée par deux poches de trous appelées poches alpha et deux bandes d'électrons ouvertes. Excusez-moi, moi je ne vois pas le défilement des Ouais, transparents. Shaima, j'ai le même problème. Je vois pas le défilement là, donc j'allais me déconnecter. Oui, j'arrête le partage, je repartage et puis. Ouais.
Donc, je viens d'envoyer un mail avec la présentation. J'ai fait la diapo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que vous avez réussi à me suivre jusque-là? Oui. D'accord. Oui. Pour la 9, c'est bon? Ou je peux réexpliquer si vous voulez? Elle reprend effectivement à ce moment-là, au moment des phases kappa. D'accord, ça marche. D'accord. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter à n'importe quel moment. Alors, donc, dans notre groupe, ou dans ma thèse, je me suis intéressée à la phase kappa des BEDT TTF2X. Donc, dans cette phase, ici, donc, on voit que les molécules de BEDT forment un dimère. Donc, ici, c'est une vue au-dessus, d'accord? Et donc, cet agencement, ces dimères, donne un comportement bidimensionnel aux composés appartenant à la phase kappa de la famille BEDT TTF2X. Donc, je présente ici la surface de Fermi de mes composés, qui est composée où on voit donc, deux poches fermées de trous appelées alpha et deux bandes ouvertes d'électrons appelées bêta. Je passe ensuite donc, à la diapositive suivante. Donc, ici, je présente le diagramme de phase température, pression, où les différents composés de la famille kappa BEDT TTF 2X sont classés en fonction de leur état, à basse température et sous pression ambiante. Donc ici, l'avantage qu'on a dans cette famille ou avec ces composés, c'est qu'on peut explorer les différents états du diagramme de phase par deux méthodes. Soit par une application d'une pression chimique, c'est-à-dire en changeant d'anion X à chaque fois, soit par l'application d'une pression hydrostatique. Je donne un exemple. Donc, si je prends X égale CuMCN2 chlore, ce composé, il est antiferromagnétique à basse température à pression ambiante. Maintenant, l'application d'une petite pression hydrostatique de 300 bars permet de voir la phase supraconductrice dans ce même composé. Ce diagramme de phase nous rappelle les deux diagrammes de phase génériques qu'on voit dans les organiques unidimensionnels et dans les cuprates. Donc ici, on remarque que la phase supraconductrice, elle est voisine d'une phase isolante. Donc pour les TM2X, nous avons donc la phase isolante, c'est la phase d'onde de densité de spin. Et donc pour les cuprates, cette phase, c'est la phase antiferromagnétique. Donc la supraconductivité de ces composés est appelée non conventionnelle parce que le mécanisme qui régit ou l'origine de cette supraconductivité reste une question ouverte. Donc, ceci va me permettre de passer à la première partie de ma thèse où je vais parler de la spectroscopie du gap. Donc, pour commencer, je vais définir ce que c'est qu'un gap supraconducteur. Donc, dans les métaux, dans un métal, la densité d'état est continue. La transition de phase métal supraconducteur est marquée par une ouverture de gap. Un gap, c'est une bande interdite, c'est-à-dire on ne peut pas avoir d'état disponible pour un électron venant avec une énergie E inférieure à l'énergie du gap. La divergence qu'on voit ici dans la densité d'état est expliquée par le fait que donc la densité d'état elle est continue, donc les états qui ne sont plus disponibles dans la gamme des basses énergies vont être transférés ici. Après, à plus forte énergie, on va avoir une convergence dans la densité d'état pour rejoindre la densité d'état d'un métal. La théorie PCS, elle a donc décrit le phénomène de supraconductivité et elle a introduit le paramètre delta
et en le définissant comme l'énergie minimale pour casser une paire de Cooper. Donc, ce paramètre delta, c'est un paramètre clé dans la supraconductivité. Donc, une expérience pour le sonder, c'est donc des manips de tunneling. Donc ici, je vais commencer par considérer deux métaux séparés par une barrière isolante. On voit ici qu'un électron dans un métal à gauche peut passer par effet tunnel dans un métal à droite. Si je remplace, Donc maintenant, si on regarde la caractéristique courant-tension pour une jonction entre deux métaux, on va avoir une caractéristique ohmique. Si je remplace maintenant le métal par un supraconducteur, maintenant, donc, un électron dans un métal à gauche ne peut passer dans le supraconducteur que s'il vient avec une énergie E supérieure à l'énergie du gap. Si on regarde la caractéristique courant-tension, ce phénomène s'explique par un courant nul pour des énergies inférieures au gap. Puis au-delà, à une tension seuil, on va avoir une caractéristique de courant en fonction de la tension. Donc Jaiver a mis ce phénomène en évidence avec une expérience entre un aluminium, donc entre l'alu et le plomb. La barrière isolante, c'est la couche oxydée de l'aluminium. Donc, si on regarde maintenant la caractéristique courant-tension, pour une température T égale à 300 Kelvin, l'aluminium et le plomb sont dans l'état normal. On est donc dans le premier cas de figure, nous avons une caractéristique courant en tension ohmique. En commençant le refroidissement, donc en allant au-dessous d'une température TC, donc la température critique du plomb, donc 7,2 Kelvin, on va voir ici, entre 4,2 et 1,6 Kelvin, que la caractéristique courant-tension s'écarte de la caractéristique ohmique. Donc, si on extrapole ici, on peut, cette manip nous permet d'avoir la tension seuil du plomb. Donc, maintenant qu'on a sondé le gap supraconducteur, on va s'intéresser à sa symétrie. Pour les supraconducteurs conventionnels, la théorie de BCS a décrit une symétrie, donc a donné une symétrie ou a décrit le gap supraconducteur avec une symétrie S isotrope. Le mécanisme des supraconducteurs non conventionnels reste une question ouverte. Comme la symétrie de ce mécanisme est liée à la symétrie des gaps supraconducteurs, nous allons nous intéresser à la symétrie du gap supraconducteur. Donc, je présente ici des résultats récents faits sur le composé Kappa BEDTTF de brome. D'accord? Donc, ici, les résultats, c'est de l'équipe de Guternik et ses collaborateurs. Donc, dans un premier temps, avec des calculs ab initio, la théorie a prédit l'existence de 3 gaps supraconducteurs. Donc, un premier gap delta A autour de 8 millieV, un deuxième gap autour de 5 millieV et un troisième gap delta C autour de 1,2 millieV. Ils ont ensuite fait une manip par STM. Donc ici, la pointe, elle est parallèle au plan supraconducteur. Ils ont refroidi, donc ils ont mesuré la conductance différentielle en fonction de la tension. Donc ici, si on prend la plus basse température enregistrée, donc 5 Kelvin, ils ont pu enregistrer l'existence ou confirmer l'existence des deux gaps A et B. On remarque toutefois l'absence du gap delta C, qu'on voit ici dans les calculs ab initio, ou par les calculs ab initio. Donc, ceci peut s'expliquer si on fait la correspondance entre la température et l'énergie et la température. Donc ici, 1,2 millieV correspond à 14 Kelvin.
Donc, si on mesure à 5 Kelvin, on peut s'attendre à ne pas avoir autant de précision spectroscopique pour mesurer un petit gap. Donc, dans notre équipe, nous avons un réfrigérateur à dilution qui peut atteindre une température de 100 millikelvin. Nous n'avons pas, par contre, de STM. Donc, ce que nous avons fait, c'est on a remplacé la pointe du STM par des pointes avec des fils d'or collés à la laque d'argent sur les surfaces de l'échantillon. Donc, en faisant ainsi, nous avons réalisé ou fait des jonctions entre un métal et un supraconducteur. La théorie, elle nous apprend que en faisant une telle jonction et en réalisant une jonction parfaitement, ou une barrière, ou dans le cas où on a une barrière parfaitement isolante, on va avoir un phénomène de réflexion d'Andrieff. Ce phénomène s'explique par, donc si je prends un électron venant avec une énergie E inférieure à l'énergie du gap, il va pouvoir passer dans l'état supraconducteur et créer une paire de Cooper tout en réfléchissant un trou de spin opposé. Donc le modèle BTK a décrit le phénomène de réflexion d'Andrieff en modélisant la barrière isolante avec un paramètre Z. Donc, si on est dans le cas idéal, donc ma barrière est totalement transparente, on va avoir un paramètre Z égale 0. On se place maintenant dans la gamme des énergies, des basses énergies, et donc ici, je mesure ma conductance en fonction de l'énergie. On remarque ici que la conductance pour les basses énergies, et pour un Z égale 0, elle est double par rapport à la conductance enregistrée à des énergies plus fortes. En augmentant l'opacité de la barrière, on va avoir une baisse de la conductance différentielle, puis à forte énergie, ça rejoint la conductance de l'état normal. D'accord. Donc, ceci peut s'expliquer par le fait que quand je suis dans le cas idéal, donc pour Z égale 0, la probabilité pour un phénomène de réflexion Andrieff est égale à 1. Après, en augmentant l'opacité de ma barrière, je vais donc avoir une probabilité plus basse. Cette probabilité, elle va tendre vers 0 à partir du moment où j'ai une barrière opaque ou une barrière qui n'est plus, avec une barrière opaque, donc avec un Z grand. Donc ici, par exemple, Z égale 5, je vois que ma conductance, elle est nulle dans les basses énergies. Puis, je vais avoir une divergence et une convergence qui va me rappeler la densité d'état BCS. Le modèle BTK n'a pas pris en compte les autres symétries des gaps supraconducteurs. Donc, ce modèle, au début, il a été fait où il a décrit ce qui se passe pour des supraconducteurs conventionnels type S, pour différentes valeurs de Z. Les extensions du modèle BTK ont permis de prendre en compte les autres symétries. Donc, je présente ici les conductances données par ce modèle en fonction de l'énergie pour les supraconducteurs de symétrie, donc avec des gaps de symétrie type S et pour des gaps de symétrie type D. Donc, si on regarde ici, donc, pour les supraconducteurs type D, on va voir apparaître un paramètre alpha. Donc, c'est cet angle-là, donc alpha, ça va être l'angle entre la normale à l'interface et le vecteur X du gap supraconducteur. Voilà. Donc, je présente ici mon échantillon. Donc, à droite, c'est une photo de mon échantillon avec les différentes jonctions créées ou faites avec des fils d'or collés à la laque d'argent. Donc, ici, je présente un schéma. Donc, j'ai fait 4 jonctions suivant différentes directions. Je rappelle ici que A, B et C, ces vecteurs, ne sont pas les axes cristallographiques. Donc, j'ai pris la notion ou la notation des cuprates où c'est le vecteur perpendiculaire
au plan supraconducteur. Voilà. Donc, pour sonder mon gap supraconducteur, je vais donc avoir besoin, d'appareils de mesure pour mesurer la conductance en fonction de la tension. Donc, dans un premier temps, je choisis la jonction que je veux, où je veux mesurer. Donc, à l'aide d'un lock-in suivi d'une résistance, j'envoie un courant et je mesure dV. Je peux écrire donc une différence de potentiel. Je peux écrire dV égale à dV sur dI fois dI. Ceci va me permettre de faire apparaître l'inverse de la conductance. Donc après, je peux encore une fois refaire l'inverse pour retrouver ma conductance différentielle. Donc, pour avoir une conductance différentielle en fonction de V, je vais avoir besoin d'une source de tension suivie d'une résistance pour envoyer donc un courant qui va polariser mon échantillon. Donc, je refroidis l'échantillon dans le réfrigérateur à dilution pouvant atteindre une température de 100 millikelvin. Mon cryostat est muni d'une bobine qui va me permettre d'atteindre des champs jusqu'à 14 Tesla. Donc, je vais commencer par montrer mes résultats sur le H8 brome. Donc, je montre ici la position du H8 brome dans le diagramme de phase et je rappelle qu'il s'agit du même composé étudié par STM dans l'équipe de Butterding et ses collaborateurs. Donc, ici, je mesure, j'envoie un courant perpendiculaire perpendiculaire au plan supraconducteur. Donc, je vais présenter mes résultats pour la conductance différentielle en fonction de la tension. Donc, j'ai fait la dépendance en champ et j'ai fait la dépendance en température. Donc, si je commence par regarder la courbe en rose, donc la courbe enregistrée à la température minimale de T égale 100 millikelvin, je vois dans le régime des basses tensions que j'ai deux pics de conductance symétriques par rapport à 0, avec une amplitude presque double par rapport à la conductance enregistrée ou à des tensions fortes. Donc en pointillé ici, j'ai représenté ce que l'on s'attend à voir avec BTK, donc avec la réflexion d'Andriev. Donc ici, le pointillé, l'amplitude de la conductance en pointillé, c'est exactement la valeur exactement double de ma conductance obtenue à l'état normal pour des tensions fortes. D'accord. Donc, en augmentant le champ magnétique ou la température, je vais voir que l'amplitude de mes pics de conductance, elle baisse. D'accord. Donc ici, je présente les résultats jusqu'à 3 Tesla. Mais si on regarde maintenant en fonction de la température, donc je vois qu'à 7 Kelvin, je continue à apercevoir deux pics de conductance, mais une fois à 8 Kelvin, les deux pics se transforment en un seul pic de conductance enregistré à une tension nulle. Voilà. Donc, j'ai trouvé aussi, en regardant la largeur de mon gap, donc j'enregistre un gap ayant une valeur de 3,5 milliev. Donc, comme j'ai obtenu ou j'ai vu une signature expérimentale de la réflexion Andriev, j'ai essayé d'analyser mes résultats avec le modèle BTK et ses extensions. Donc, en noir, je présente mes résultats expérimentaux à champ nul et à la température minimale, donc T égale 100 millikelvin. En rouge, je présente des analyses, une courbe donnée par le modèle BTK pour un supraconducteur type S et en bleu, BTK pour un supraconducteur type D. Si je commence par BTK type S, je vais voir que ce modèle me permet de reproduire l'amplitude de la conductance enregistrée. Cependant, je n'arrive pas avec la même concavité enregistrée dans mon creux de conductance. Maintenant, en utilisant le modèle BTK pour des supraconducteurs type D,
À l'inverse de VTK type S, donc j'arrive à reproduire la concavité du creux de la conductance sans pour autant arriver à reproduire l'amplitude de la conductance. Donc, ceci veut dire quelque chose. C'est qu'il ne peut pas donc s'agir, ce gap-là enregistré à 3,5 millieV, ne peut pas être un gap de ne peut pas être un gap de symétrie S pure, ni un gap de symétrie D pure. Donc, ce qu'on propose, c'est une symétrie mixte S et D. En mesurant maintenant, donc suivant une autre configuration, donc ici, mon courant, il arrive parallèlement au plan supraconducteur. Donc, c'est ce qu'on avait vu avec la pointe STM mesurée par Gutterding et collaborateurs. Donc ici, je n'ai pas de pic de conductance et ma conductance ne converge pas à des tensions grandes, même en appliquant le champ magnétique, un grand champ magnétique, et en allant plus fort en température. Donc, toutefois, à la température la plus basse, donc la courbe en noir, me permet de détecter 3 gaps supraconducteurs. Donc, j'enregistre un premier gap autour de 8 millieV, un deuxième gap autour de 3,5 millieV et un troisième gap autour de 1 millieV. Je rappelle, donc, en essayant d'analyser, pour analyser mes résultats expérimentaux, j'ai utilisé le modèle proposé par l'équipe de Gutterding et ses collaborateurs. Donc, à gauche ici, je rappelle leurs résultats obtenus à 5 Kelvin. Donc, ils ont bien vu les gaps à 8 millieV et le gap autour de 5 millieV. La pointe, elle arrive parallèle au plan supraconducteur. Donc, ici, pour interpréter, pour analyser leurs données, ils ont écrit le gap supraconducteur en fonction de 3 gaps, donc 2 gaps avec une symétrie S anisotrope et un gap de symétrie D. Donc, en essayant d'appliquer ce modèle avec sur mes données expérimentales, donc, j'obtiens une conductance en fonction de la tension qui reproduit assez bien, on va dire, les structures que j'ai vues à une température T égale 100 millikelvin. Ce que je peux conclure, c'est que nos résultats, nos mesures sont cohérents avec les mesures et les observations par STM. Une fois on a étudié le composé H8 brome, l'idée, c'était d'aller voir ce qui se passe dans les deux autres composés qui viennent de part et d'autre par rapport au H8 brome. Donc, ici, on va donc présenter des résultats pour le D8 brome. Donc, la supraconductivité du D8 brome, elle est coexistante avec l'état antiferromagnétique. Le CuMCS2, il vient après le H8 brome et il est supraconducteur. Donc, les mesures de la conductance par rapport à la tension, donc dans les deux cas ici, mon courant il vient parallèlement au plan supraconducteur, que ce soit dans le D8 brome ou dans le CuMCS2. Donc, j'ai mesuré ma conductance en fonction de la tension pour différentes valeurs de champ magnétique. Et à faible valeur de champ magnétique, à champ magnétique nul, je vois, donc j'enregistre un pic de conductance à tension nulle. D'accord? Donc, je vois la même chose pour le CuMCS2. Donc, à champ nul, j'enregistre un pic de conductance à tension nulle. Ce résultat me permet d'écarter la possibilité ou d'écarter l'hypothèse d'une symétrie S pure dans ces deux composés. Donc, ici, encore une fois, donc, en regardant la température, la conductance de la température la plus basse, donc ici, j'arrive à enregistrer un gap autour de 0,8 milliélectronvolts. Donc, pour le CuMCS2, ici, donc autour de 5 milliélectronvolts,
on peut voir une signature d'un gap supraconducteur. Donc, comme le David Brom, il a une supraconductivité coexistante avec l'état ferromagnétique, on a essayé de changer le sens du vecteur, donc essayer le sens du champ magnétique en tournant l'échantillon de 90 degrés. Donc maintenant, mon champ, il est perpendiculaire donc, à la jonction, là où je fais mes mesures. Donc, nous avons donc enregistré le pic de conductance à tension nulle et pour des tensions plus fortes, nous avons remarqué des oscillations surprenantes de la conductivité. Donc ici, dans cette configuration, mon gap, il a une largeur de 2,5 milliélectronvolts. Pour le CENCS2, il s'agit de la même configuration présentée tout à l'heure. Voilà. Donc ceci va me permettre de faire une petite conclusion. Donc pour le composé kappa BEDT TTF2 H8 Brom, beaucoup d'expériences ont essayé de sonder le gap supraconducteur et déterminer la symétrie de ce gap. Donc, quelques expériences ont écarté, donc ont été pour une symétrie S, d'autres ont dit que non, donc les gaps observés sont de type non S, de symétrie non S. Les mesures de STM, donc les mesures récentes, ont proposé une symétrie mixte, donc en écrivant le gap, la symétrie du gap S plus un gap D. Nous, on vient aujourd'hui avec nos mesures par spectroscopie ponctuelle pour confirmer, donc pour aller plutôt dans le même sens que les mesures STM et confirmer encore plus l'existence du petit gap qu'ils n'ont pas réussi à voir à 1,2 milliélectronvolts. Donc, en faisant notre étude, donc en mesurant la conductance différentielle en fonction de la tension, nous avons vu le phénomène de réflexion d'Andrieff. Nous confirmons l'existence de 3 gaps supraconducteurs et il s'agit bien d'une symétrie mixte. Pour les deux autres composés, donc nous avons enregistré des pics de conductance à tension nulle, ce qui écarte l'hypothèse d'une symétrie S pure. Je vais passer maintenant à la dernière partie de ma thèse, donc la deuxième et la dernière partie de ma thèse, où j'étudie le comportement de la résistivité dans le CENCS2. Donc, ce que l'on sait, c'est que dans les métaux conventionnels, en s'approchant d'une température nulle, donc, en s'approchant du zéro absolu, la résistivité électrique s'écrit en ρ de T égale ρ0 plus BT carré. Le terme B est lié aux interactions électron-électron. En essayant de trouver, ou en essayant d'étudier la loi de puissance de la résistivité en température dans les fermions lourds, les auteurs, ils ont observé une région où la résistivité, elle est linéaire en fonction de la température. Ce comportement donc, linéaire de la résistivité a été aussi observé dans les cuprates surdopés. Donc, je rappelle ici le diagramme de phase des cuprates. Donc, pour les valeurs de dopage, on est plutôt situé dans cette partie du dôme supraconducteur et on est bien dans les cuprates surdopés. Donc, ils ont mesuré la résistivité en fonction de la température ou sous de grandes valeurs de champ magnétique assez intenses pour supprimer la phase supraconductrice. Et là, pour différentes valeurs de dopage, ils ont vu une résistivité linéaire en fonction de la température. En regardant maintenant ce qui se passe dans le supraconducteur unidimensionnel, donc le TMTSF2-PF6. Donc ici, je rappelle le diagramme de phase. Ma supraconductivité est voisine de la phase isolante, donc en densité de spin.
Et donc ici, on peut voir que la température critique la plus élevée qu'on peut avoir, elle est autour de 1 Kelvin. Donc, en mesurant la résistivité en fonction de la température pour différentes valeurs de pression, ils ont vu qu'à 11,8 kbar, la résistivité, elle est linéaire en fonction de la température. Donc, après, donc, au-delà, donc, on rentre dans un régime mixte. Donc, on va écrire la résistivité en une somme entre un terme linéaire et un terme quadratique. Et en allant plus loin en pression, donc en dépassant le dôme supraconducteur, on retrouve le régime purement quadratique de la résistivité en fonction de la température. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va montrer les résultats que nous avons obtenus en étudiant la résistivité dans le kappa BEDT TTF2 CUNCS2. D'accord. Donc, nous avons fait ces mesures avec le PPMS, donc, où on a donc, une température minimale de 2 Kelvin et on peut appliquer un champ magnétique maximal de 9 Tesla. Donc, je montre ici mes résultats en mesurant la résistivité en fonction de la température pour différentes valeurs de champ magnétique. Si je regarde la courbe obtenue à champ nul, je vais pouvoir trouver la température critique, donc je vais l'appeler TC0, égale à 10,4 Kelvin. Je regarde maintenant le comportement de la résistivité pour le champ magnétique égal à 9 Tesla, et j'aperçois une partie linéaire ou un comportement linéaire de ma résistivité. Pour être sûr, j'ai analysé mes données expérimentales en utilisant 3 modèles. Donc, un modèle purement linéaire, donc, qui est tracé en vert, en pointillé vert, un modèle purement quadratique, où c'est une ligne pleine rouge, et donc par des petits points en violet, j'ai j'ai utilisé un modèle mixte où j'écris la résistivité en un terme linéaire plus un terme quadratique. Donc, je prends ma courbe à 9 Tesla, d'accord, et je fais mes ajustements. Je remarque que les données expérimentales, ou plutôt le fit linéaire, suit parfaitement, ou assez bien, pardon, mes données expérimentales jusqu'à une température T égale à ma température critique. Au-delà de cette température, donc ici je représente la résistivité en fonction de T carré cette fois-ci, et je fais un ajustement linéaire. Donc, je vois que dans le régime des hautes températures, mes données suivent assez bien la loi en T carré. Donc, à 9 Tesla et au-dessus d'une température donc au-dessus d'une température de ma température critique, ma résistivité est purement, ou elle a un comportement purement quadratique. D'accord. Donc, ici, je rappelle la position du composé étudié dans le diagramme de phase. Donc, j'applique une pression hydrostatique P égale 10 kbar, et qui va me permettre de sortir du dôme supraconducteur. J'applique quand même un champ magnétique 9 Tesla pour pouvoir comparer mes résultats, pour avoir toujours la possibilité de comparer mes résultats avec les résultats obtenus à 9 Tesla pour une pression ambiante. Donc, je mesure la résistivité en fonction de la température, je fais des ajustements avec les mêmes modèles, et là, je vois que le modèle purement quadratique permet d'ajuster le mieux mes données expérimentales obtenues à 10 kbar. Je prends maintenant un deuxième échantillon, toujours du même composé, donc le CUNCS2, et cette fois-ci, j'applique une pression P égale 4,5 kbar. Je mesure cet échantillon en dilute, donc dans notre laboratoire, ce qui va me permettre d'aller plus bas en température, donc autour de 100 millikelvin, et d'aller plus fort en champ magnétique, donc atteindre un champ égal 10 Tesla. Donc,
Je mesure ma résistivité en fonction de la température pour différentes valeurs de champ magnétique. Donc, la courbe pour le champ magnétique nul me permet d'avoir ou de définir une température critique T à peu près égale à 4 Kelvin. À partir de Kelvin, à partir de 2 Tesla, d'un champ égal à 2 Tesla, j'obtiens ou j'observe un comportement linéaire de la résistivité en fonction de la température. Donc, je suis montée jusqu'à 10 Tesla et j'ai vu ce comportement linéaire de la résistivité. D'accord. Donc, ce que j'ai montré aujourd'hui, c'est que dans plusieurs travaux et dans plusieurs composés, on a observé un comportement linéaire de la résistivité en fonction de la température. Donc, je cite les fermions lourds, les cuprates et les supraconducteurs unidimensionnels. Et j'ai ajouté aujourd'hui les supraconducteurs quasi bidimensionnels. Donc, beaucoup de travaux se sont intéressés à ce comportement de la résistivité en fonction de la température et ils ont essayé de donner une explication phénoménologique de ce comportement ou de ce phénomène. Donc, on trouve dans la littérature que les auteurs, ils ont introduit un temps de plan topé à peu près égal, à h bar par kBt. Ils ont ensuite introduit le taux de relaxation qui va être un paramètre clé dans les mesures de la résistivité électrique. Donc, je m'explique. Si on applique la formule de Drude, on va avoir la résistivité en fonction du taux de relaxation. Si on utilise maintenant une relation de proportionnalité entre ce taux de relaxation et le taux planckien, on va pouvoir écrire la résistivité en fonction du paramètre alpha, le paramètre de proportionnalité, et donc en fonction de la température. Donc, comme la résistivité, elle est linéaire en fonction de la température, on va pouvoir exprimer la pente de la résistivité en fonction de alpha, le paramètre de proportionnalité entre le taux de relaxation et le taux de Planck. Donc, dans la littérature, on trouve que donc ils ont utilisé la pente observée dans la résistivité linéaire, d'accord, et ils ont essayé d'évaluer la valeur du paramètre alpha. Donc, ils ont classé ces matériaux en fonction de leur vitesse de Fermi et ils ont vu que les différents matériaux où on a vu une résistivité linéaire en fonction de la température s'alignent sur une droite de pente alpha égale 1. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour nos composés. Comme nos composés ils sont bidimensionnels, on va calculer donc le paramètre A carré qu'on va écrire en A. Donc je rappelle que A c'est la pente de la résistivité divisé par D. D c'est la distance entre les plans supraconducteurs. Et donc, on va avoir la relation entre A carré et le paramètre alpha. Donc, je prends mes résultats pour la pression ambiante et pour un champ égal à 9 Tesla. Donc, en utilisant D égale 15,25 angstrom, j'ai une valeur de A carré égale 561 Kelvin moins 1. OK. Donc, pour évaluer ce paramètre alpha, je vais avoir besoin de calculer la densité des porteurs de charge et la température de Fermi. Donc, je rappelle ici que nous avons deux types de porteurs de charge. Donc, on va appeler les porteurs type alpha et les porteurs type bêta. Si je ne prends en compte que les porteurs de type alpha, donc je vais calculer dans un premier temps la résistivité en fonction du champ magnétique, en utilisant les oscillations les oscillations électriques, les oscillations quantiques. Donc, j'ai une fréquence F égale 500,86 Tesla, qui va me permettre d'avoir la densité des porteurs de charge, de calculer la température de Fermi et de trouver
un coefficient alpha égale 9,7. Maintenant, pour les porteurs de type bêta, dans la littérature, je trouve une fréquence F égale 4000 qui va me permettre de recalculer la densité d'état et de recalculer la température de Fermi pour trouver un paramètre alpha égale 33,8. Donc ici, je n'ai pas dit, mais j'ai pris les masses effectives aussi de la littérature. Donc, maintenant, nous avons utilisé la densité d'état, la densité des porteurs avec de la littérature pour une expérience d'effet Hall. Donc ici, on va prendre la contribution des porteurs alpha et bêta. Donc, à partir de la densité trouvée dans la littérature, j'ai choisi ici, je n'ai pris en compte, on va dire, que les masses effectives de type alpha et j'ai trouvé un coefficient alpha égale 1,6. Donc, après, j'ai essayé de mieux évaluer mon alpha en utilisant donc toujours la même densité de porteurs, mais en allant chercher, grâce à la littérature, donc pour les manips de chaleur spécifique, la masse effective, donc la nouvelle masse effective, et en recalculant le paramètre alpha, je trouve 1,2. Donc, j'ai placé ici notre échantillon parmi les autres matériaux pour donc, les deux valeurs les plus proches de 1, donc pour 1,6 et pour alpha égale 1,6 et alpha égale 1,2. Donc, je rappelle ici que les composés sont classés en fonction de VF. Donc, VF est calculé à partir de la température de Fermi avec cette relation. Voilà. Donc, pour conclure, je vais commencer par cette partie que je viens de détailler. Donc, nous avons étudié le comportement de la résistivité dans le CuMCS2. Donc, pour des températures T inférieures à la température critique, nous avons vu un comportement linéaire. Le calcul du paramètre alpha nous a permis de voir que nous avons aussi une dissipation planckienne dans notre composé. L'application d'une pression hydrostatique qui permet de sortir du dôme supraconducteur supprime le comportement linéaire. Donc, ceci suggère que le comportement linéaire qu'on voit dans la résistivité est lié à la phase supraconductrice. Donc, pour plus tard, donc pour améliorer ces résultats, ce que je propose de faire, c'est de faire des composés, c'est de faire des courts-circuits sur les contacts pour supprimer la composante transverse que je discute dans mon manuscrit, parce que aujourd'hui, je n'ai montré que les échantillons où on a vu une résistivité linéaire, mais on a mesuré d'autres échantillons où la résistivité n'a pas été linéaire. Donc, on a eu un régime mixte. D'accord. Ce que je propose par la suite, c'est d'utiliser la caractéristique de nos échantillons, donc pouvoir faire l'aller-retour entre la pression hydrostatique et les pressions chimiques pour comparer les différents résultats. Et donc, pour mieux ajuster le paramètre alpha, il serait intéressant de mesurer la densité d'état par effet Hall. Donc, je reviens maintenant à la conclusion pour la première partie de ma thèse. Donc, j'ai étudié le gap supraconducteur dans le H8-brom, dans le D8-brom et le CuMCS2. Donc, nous avons observé dans le H8-brom le phénomène de réflexion d'Andrieff. Nous avons aussi observé 3 gaps supraconducteurs et donc nous suggérons que la symétrie des gaps observés est une symétrie mixte. Donc, pour aller plus loin, encore une fois, je propose de comparer les résultats, donc de faire des jonctions sous pression pour sonder les gaps
et comparer ensuite les résultats obtenus par pression hydrostatique et pression chimique, c'est-à-dire entre composés, en changeant d'anion X. Il serait aussi mieux d'utiliser des cristaux plus grands pour faire les jonctions. Comme ça, on n'a pas de contribution, comme ça on ne court-circuite pas ou on ne tape pas avec de la laque d'argent les autres faces du cristaux. Et donc, pour analyser au mieux nos résultats, nos données expérimentales, je propose de trouver des modèles ou d'utiliser des modèles qui prennent en compte des symétries de date mixtes. Voilà. Donc, avant de finir, je veux bien remercier le groupe HP, particulièrement Claude, Pascal, Pavel et Hélène Raffi, avec qui j'ai beaucoup échangé. Je veux aussi remercier les thésards et les chercheurs du groupe MESO. Je pense particulièrement à Miguel et à Richard qui m'ont formé et ils m'ont aidé à faire mes évapes d'or. Je remercie toutes les personnes du laboratoire et plus particulièrement à Gilles et à Jean-Pierre pour les bouteilles d'hélium, sans oublier les gens de l'administration. Donc, ces mesures n'ont pas pu avoir lieu sans les composés. Donc, je remercie l'équipe Moltech Anjou, nos collaborateurs chimistes qui nous envoient les composés. Je pense aussi à Daniel Buterding d'Allemagne, avec qui j'ai échangé pour discuter un peu de nos résultats et qui m'a aidé en m'envoyant les coordonnées de la surface de Fermi. Je remercie aussi mes parents, ma famille et mes amis. Donc, merci pour votre attention. Voilà. Merci Shaima pour cette présentation claire qu'on a finalement réussi à suivre